Alors, Hippolyte Delbis, bonjour. Alors, quels sont selon vous les impacts de la démographie sur l'économie? Donc c'est un gros sujet, vous êtes d'accord, hein. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis un peu plus de 100 ans, 150 ans. Donc je vais essayer de vous résumer ça en quelques secondes, c'est ce que vous voulez. Euh, bon, il y a deux dimensions. Vous voyez, dans la démographie, il y a le nombre de gens. Donc est-ce que ça, c'est un impact sur l'économie? Et puis il y a la structure par âge, sur laquelle je parlerai après. Alors le nombre de gens, la plupart des économistes ont convergé vers l'idée que c'était pas si grave que ça, hein. Et tant que la croissance de la productivité, la croissance de l'innovation, si vous voulez, est supérieure à la croissance démographique, ben, il y a un enrichissement global. D'accord. Après, il y a des problèmes de redistribution. D'accord. Il y a des pays riches, il y a des pays pauvres, il y a des famines, etc. Et donc ça, il faut gérer ces éléments-là. Mais ça, c'est de la pure économie, c'est pas de la démographie. Vous voyez. Donc le nombre des hommes, en règle générale, c'est pas un problème, sauf pour quelques sujets qui sont importants. Des ressources épuisables, je pense aux poissons par exemple. Si on est très nombreux et qu'on continue à manger des poissons, mais il n'y aura plus de poissons. Ou des sujets comme le changement climatique, vous voyez, qui sont très liés à la taille de la population mondiale. Donc vous voyez, on est un petit peu en dehors de l'économie, on est plus dans les sujets environnementaux, mais pour l'économie strictement dite, proprement dite, ça semble pas être un problème. Il semblerait quand même qu'une société qui crée des richesses, qui innove, etc., c'est souvent une société où il y a du monde. Vous voyez, c'est pas l'endroit où il y a personne, c'est pas dans les déserts, des déserts régionaux qu'on crée de l'innovation. Alors la deuxième dimension dans la démographie, c'est la structure par âge. Et donc, c'est les proportions en fait, de chaque classe d'âge dans la population. Et lorsque vous avez beaucoup d'actifs, de gens qui travaillent, qui créent, etc., proportionnellement au reste, en règle générale, ça va mieux. Vous voyez, dans une économie. Donc, typiquement, l'économie chinoise se retrouve dans une situation où, pas encore pendant un moment, elle a beaucoup d'actifs. Et c'est sûrement ça qui explique une partie du miracle chinois. Alors, deuxième question, comment est-ce que la démocratie peut-elle gérer l'inversement de la pyramide des âges et les relations intergénérationnelles? Euh, L'inversement de la pyramide des âges. Donc, on imagine toujours. Donc, la pyramide des âges, c'est la structure par âge de la population. Et on l'a appelée pyramide parce que finalement, il y avait plus d'enfants que de personnes âgées. Et donc, il y avait une forme comme ça pyramidale. Et puis, mais il y a quand même une dimension un petit peu mythique dans la pyramide comme étant une forme parfaite. D'accord. Alors, lorsque vous me parlez de inversement de la pyramide des âges, c'est un petit peu implicitement, vous me dites qu'on est dans une situation qui est peut-être imparfaite. Et ça, j'en suis pas si sûr. Vous voyez, la pyramide des âges se déforme parce que les gens vivent plus longtemps. Et ça, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Les femmes maîtrisent beaucoup mieux leur fécondité, d'accord, choisissent leur nombre d'enfants, et ça, c'est pas forcément aussi une mauvaise nouvelle. Est-ce qu'on va gérer la pyramide des âges? Est-ce qu'on veut revenir à une pyramide comme ce que vous me suggérez? Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'on veuille. D'accord. Mais toutes les questions donc, qu'on va qualifier de normatives en démographie sont très complexes. D'accord, hein. Lorsque Malthus, au 19e siècle, parlait de il faut faire moins d'enfants ou quoi, vous voyez, c'est des questions qui ont généré beaucoup de débats. Et donc, voilà. Et il y a une deuxième partie, pardon, dans votre question. Les relations intergénérationnelles. Alors, donc les relations intergénérationnelles, bon, il y a beaucoup de relations qui sont liées à l'âge. En fait, ce qui se passe, c'est que le temps de votre vie que vous allez passer à travailler, finalement, va s'étendre entre 20 et 23 ans et puis 65, 60, 65 ans. D'accord. Et là, vous travaillez beaucoup et puis les autres ne travaillent pas. D'ailleurs, les plus jeunes ne travaillent pas et les plus jeunes ne travaillent pas. Donc toute la richesse est créée par une classe d'âge, je pourrais dire les moyens, si vous voulez, et qui, d'une certaine manière, subventionne les plus jeunes et les plus vieux. Et donc lorsqu'il y a des modifications de la structure par âge de la population, et notamment lorsque là c'est ce qu'on va avoir, ce qu'on commence à avoir depuis les années 2010 et qu'on va avoir de façon de plus en plus importante avec le vieillissement des baby-boomers, eh ben, il peut y avoir un déséquilibre qui est lié à ce qu'il y a beaucoup plus de dépendants. D'accord. Alors, selon vous, comment est-ce que les politiques publiques peuvent-elles s'adapter face à ces incertitudes démographiques? Alors, bon, alors quelle incertitude démographique Le le bouleversement, comme je l'ai qualifié tout à l'heure, de la pyramide des âges, par exemple. Alors,
Donc par exemple, le vieillissement, là pour l'instant, c'est pas une incertitude, hein. En tout cas, sur les prochaines années, on peut être très sûr que les baby boomers, donc qui ont 65 ans aujourd'hui, on connaît leur taux de mortalité. Là, il y a quelque chose de presque certain, d'accord. On sait qu'ils vont être là. Il y a des incertitudes qui peuvent être liées éventuellement, je dirais, à la migration. Il peut y avoir des incertitudes un petit peu sur les comportements de fécondité des plus jeunes générations. Et puis, il y a beaucoup d'incertitudes sur les taux de mortalité aux âges très élevés. D'accord. Donc, comment est-ce que le décideur public doit gérer les incertitudes? C'est pas évident. C'est pas évident qu'on sache comment planifier. C'est pas évident qu'on sache ce qu'il faut faire. Je vais prendre un exemple. Vous voyez, c'est celui de la dépendance. Donc, là, il y a une incertitude parce qu'on ne sait pas combien, en gros, de baby boomers vont vivre jusqu'à 80 ans et quelles sont leurs probabilités qu'ils deviennent dépendants. D'accord. Donc, pour mettre en place un système adapté pour traiter la dépendance, je crois que cette incertitude est un frein à l'action publique. D'accord. Et le fait qu'on ne sache pas, c'est un frein. Alors, pour l'instant, c'est un sujet qui est repoussé. Peut-être que lorsqu'on y verra plus clair, il faudra mettre en place des politiques adaptées, hein, des politiques adaptées pour la gestion de la dépendance. Mais c'est vrai que l'incertitude, en règle générale, a tendance à faire repousser la décision publique parce qu'il y a toujours des choses plus certaines et plus urgentes qu'il faut mettre en place. Dernière question, est-ce que le regard d'un économiste de moins de 40 ans comme vous est réellement différent de celui d'un économiste plus âgé ? Alors, chez les économistes, ce qui est assez particulier, c'est que certains en tout cas se bonifient avec l'âge. Y a pas, vous voyez, chez les mathématiciens par exemple, il y a vraiment des effets d'âge, hein. C'est très rare après 40 ans en mathématiques d'avoir quelque chose d'intéressant. Alors c'est vrai que lorsqu'on est plus jeune, on a tendance à être plus innovant, et donc on peut avoir un gain par rapport à des économistes plus âgés, mais les économistes plus âgés ont aussi plus de culture, plus d'expérience, etc. Et donc je pense que les deux se combinent. Et je dirais que finalement, il ne faut pas les opposer, il faut travailler ensemble. D'accord, donc vous avez encore de belles années devant vous. Hippolyte Dalby, je vous remercie. C'est moi. Merci. Merci.